Au printemps 1945, alors que les forces soviétiques se rapprochèrent de Berlin, un homme serrait une mallette contenant 28 flacons de liquide qui avaient façonné le cours de l'histoire. Ce n'était pas un général, pas un homme politique, pas même un stratège. C'était le docteur Theodor Morell, le médecin personnel de Hitler. Et dans ces dernières heures chaotiques, il prit une décision qui allait intriguer les historiens pendant des décennies. L'histoire que vous allez entendre ne parle pas seulement d'un médecin qui soigna l'une des figures les plus tristement célèbres de l'histoire. Elle raconte comment un homme aux qualifications douteuses s'est injecté dans le cercle intime du pouvoir, a peut-être altéré les décisions de tout un régime avant de disparaître dans un brouillard historique qui ne s'est jamais vraiment dissipé. Qu'est-il arrivé au médecin privé de Hitler? La réponse est bien plus étrange que vous ne pourriez l'imaginer. Pour comprendre comment Theodor Morell est devenu le conseiller médical le plus proche de Hitler, il faut remonter à une époque où il n'était qu'un médecin ordinaire en difficulté, cherchant à se faire un nom. Né en 1886 dans la petite ville allemande de Tress-Münzenberg, Theodor Morell était le fils d'un instituteur. Rien dans sa jeunesse ne laissait supposer qu'il contrôlerait un jour l'accès à l'homme le plus puissant d'Europe. Il étudia la médecine à Giessen, Grenoble et Paris, servit comme médecin militaire pendant la Première Guerre mondiale, puis ouvrit un cabinet privé à Berlin. Mais Morell ne se contentait pas de patients ordinaires. Il se spécialisa dans ce qu'on pourrait appeler la médecine à la mode, traitant les maladies vénériennes parmi l'élite de la ville avec discrétion et des remèdes coûteux d'une efficacité douteuse. Il développa ses propres médicaments brevetés, les commercialisa avec agressivité et se forgea une réputation parmi les classes supérieures berlinoises. Dans les années 1930, Morell était devenu le genre de médecin dont les gens riches chuchotèrent dans les soirées. Pas parce qu'il était particulièrement compétent, mais parce qu'il promettait des résultats que la médecine conventionnelle ne pouvait offrir. Il était charmant, accommodant et, surtout, il ne posait jamais de questions gênantes. Le tournant survint en 1936. Par une connexion qui semblait presque absurde de banalité. Heinrich Hoffmann, le photographe personnel et ami proche de Hitler, avait été traité avec succès par Morell pour une infection gonococcique. Hoffmann fut si impressionné, ou peut-être si reconnaissant de la discrétion de Morell, qu'il présenta le médecin à Hitler lors d'une réception mondaine. À l'époque, Hitler souffrait de douleurs chroniques à l'estomac, d'eczéma sur les jambes et de problèmes digestifs que les médecins conventionnels n'avaient pas résolus. Quelques mois après leur première rencontre, Morell avait examiné le Führer et prescrit un régime de traitement qu'il affirmait révolutionnerait la santé de Hitler. Ce qui se passa ensuite stupéfia tout l'entourage de Hitler. Les traitements semblèrent donc fonctionner. L'énergie de Hitler revint. Ses problèmes d'estomac diminuèrent. Il devint, de l'avis général, un homme nouveau, et ainsi un médecin relativement inconnu avec une clientèle de socialites berlinois devint le médecin le plus puissant de l'Allemagne nazie. Mais c'est ici que l'histoire devient intéressante. Alors que Hitler chantait les louanges de Morell, le déclarant irremplaçable et le défendant contre toute critique, presque tous les autres autour du Führer détestaient cet homme. Ils le trouvaient grossier, peu hygiénique et incompétent. Hermann Göring le surnomma « le maître injecteur du Reich » avec un dédain évident. Albert Speer écrivit plus tard que la présence de Morell au quartier général de Hitler était comme confier la santé de la nation à un charlatan. Alors, que se passait-il vraiment? Comment un homme universellement détesté par l'élite nazie a-t-il pu maintenir un contrôle absolu sur les soins médicaux de Hitler pendant près de 9 ans? Pour répondre à cette question, il faut examiner ce que Theodor Morell faisait réellement à Hitler. Et c'est là que l'histoire passe de l'insolite au véritablement troublant. La philosophie de traitement de Morell était simple. Plus, c'est mieux. Il prescrivait un éventail stupéfiant de médicaments, d'injections et de ses propres composés brevetés. Nous le savons car Morell tenait méticuleusement ses dossiers. Il documenta presque chaque injection, chaque pilule, chaque traitement dans des notes médicales détaillées qui furent plus tard capturées par les forces alliées. Un jour moyen pendant les années de guerre, Hitler recevait entre 8 et 10 médicaments différents. Mais il ne s'agissait pas de simples aspirines et vitamines. La liste ressemble à celle d'un délire pharmaceutique.
Il y avait le Vitamultin, une de ses propres créations, un composé vitaminique que Hitler prenait en multiples comprimés quotidiens. Le Ultraseptil, un antibiotique sulfamidé que Hitler prenait constamment, souvent sans infection active. De la méthamphétamine, commercialisée sous le nom de Pervitin, que Morel administrait régulièrement pour booster l'énergie et l'humeur de Hitler. Le Eukodal, un opioïde synthétique 2 fois plus puissant que la morphine, de la testostérone, de l'atropine, de la belladone, de la strychnine à petite dose, soi-disant pour la digestion. Et puis, il y avait les injections. Morel faisait des injections à Hitler presque chaque jour. Certaines contenaient des vitamines, d'autres du glucose, mais beaucoup contenaient des composés que les historiens et les experts médicaux débattent encore aujourd'hui. Un traitement particulièrement controversé impliquait le Mutaflor, une préparation contenant des bactéries de matière fécale humaine, dont Morel affirmait qu'elle restaurerait la santé intestinale de Hitler. Oui, vous avez bien entendu, le médecin personnel de Hitler lui donnait des capsules dérivées de bactéries intestinales comme traitement probiotique, des décennies avant que de telles thérapies ne deviennent courantes. Mais l'élément le plus significatif de l'arsenal de Morel était peut-être quelque chose appelé Vitamultin forte. Selon les dossiers médicaux saisis, ce composé contenait non seulement des vitamines, mais aussi de petites quantités de strychnine et d'atropine. Morel l'administrait plusieurs fois par jour. C'est ici que les historiens de la médecine commencent à diverger. Certains soutiennent que Morel pratiquait simplement la médecine imparfaite de son époque, où les effets à long terme de nombreuses substances n'étaient pas compris. D'autres suggèrent de quelque chose de bien plus inquiétant, que les traitements de Morel ont peut-être fondamentalement altéré l'état mental, le jugement et la santé physique de Hitler d'une manière qui a affecté sa prise de décision. Considérez la chronologie. Dans les premières années du traitement par Morel, de 1937 à 1941, Hitler apparaissait énergique, prenait des décisions stratégiques calculées et maintenait une politique étrangère relativement cohérente, aussi moralement abominable fût-elle. Mais à mesure que la guerre progressait et que les traitements de Morel s'intensifiaient, particulièrement avec l'introduction d'injections régulières d'opioïdes et de méthamphétamine, le comportement de Hitler changea dramatiquement. Dès 1943, ceux qui entouraient Hitler notèrent une paranoïa croissante, des accès de rage, des tremblements dans sa main gauche et des décisions stratégiques erratiques. Il restait éveillé pendant des jours, puis sombrait dans la dépression. Ses conférences militaires devenaient de plus en plus déconnectées. Il fit des erreurs tactiques catastrophiques qui défiaient toute logique militaire. Ces changements étaient-ils simplement dus au stress d'une guerre qui s'annonçait perdue, à l'effondrement psychologique d'un tyran face à la défaite? Ou étaient-ils, au moins en partie, les effets neurologiques d'années d'injections quotidiennes contenant des stimulants, des opioïdes et d'autres composés puissants? Le docteur Ernst Günther Schenk, un médecin de la Wehrmacht, qui observa Hitler dans les dernières semaines, témoigna plus tard que le Führer présentait des signes clairs de maladie de Parkinson, combinés à une dépendance aux drogues. Il décrivit la démarche traînante de Hitler, ses mains tremblantes et ses pupilles dilatées, comme cohérentes avec une consommation chronique d'amphétamine. Mais Morel insistait toujours sur le caractère révolutionnaire et nécessaire de ces traitements. Il maintenait Hitler dépendant d'injections quotidiennes, le convainquant que sans elles, il ne pouvait fonctionner. Et Hitler le croyait complètement. Quand d'autres médecins suggéraient des traitements alternatifs ou exprimaient des inquiétudes, Hitler les rejetait et défendait Morel avec une ferveur presque religieuse. Cela soulève une question troublante. En protégeant son médecin personnel, Hitler protégeait-il inconsciemment la chose même qui détruisait sa santé et peut-être son jugement? Ce qui rend l'histoire de Morel particulièrement fascinante, c'est que nous n'avons pas à spéculer entièrement. Plusieurs personnes dans l'entourage de Hitler ont laissé des comptes rendus détaillés de la présence et des pratiques du médecin, et leurs témoignages peignent un tableau bien plus complexe qu'une simple faute professionnelle médicale. Albert Speer, l'architecte en chef de Hitler et plus tard ministre de l'Armement, écrivit abondamment sur Morel dans ses mémoires. Il décrivit un homme physiquement répugnant, arrivant souvent aux réunions avec des taches de nourriture sur son uniforme, une mauvaise hygiène et une haleine fétide. Mais Speer nota aussi quelque chose de crucial.
La foi absolue et inébranlable de Hitler en Morel frisait l'irrationnel. Speer se rappela un incident en 1944, lorsque plusieurs autres médecins de Hitler tentèrent de convaincre le Führer de se soumettre à un examen médical complet par des spécialistes neutres. Hitler refusa catégoriquement, déclarant que Morel était le seul médecin en qui il avait confiance et que tous les autres étaient simplement jaloux de son succès. Le docteur Karl Brandt, l'un des autres médecins de Hitler et un chirurgien très respecté, devint si inquiet des traitements de Morel qu'il fit secrètement analyser l'un des composés vitaminiques de Morel par un chimiste. Les résultats auraient montré la présence de strychnine, bien que la quantité reste débattue. Lorsque Brandt confronta Hitler avec cette information, Hitler entra dans une rage et finit par exclure Brandt de son équipe médicale. Heinrich Hoffmann, le photographe qui avait présenté Morel à Hitler, exprima plus tard des regrets concernant cette introduction. Dans des interviews d'après-guerre, Hoffmann suggéra que les traitements de Morel avaient changé Hitler en pire, le rendant plus erratique et dépendant. Mais le témoignage le plus révélateur vient peut-être de Morel lui-même. Après la guerre, lors de ses interrogatoires par les officiers du renseignement américain, Morel fournit sa propre version du traitement de Hitler. Il insista sur le caractère médicalement fondé de chaque traitement, sur l'amélioration de la santé de Hitler sous ses soins comme preuve de l'efficacité de ses méthodes et sur la jalousie des autres médecins face à sa relation privilégiée avec le Führer. Pourtant, il y a un détail étrange dans ces transcriptions d'interrogatoires que les historiens ont noté. Lorsqu'on le pressait sur le contenu précis de certains de ces composés brevetés, Morel devenait évasif. Il prétendait que certaines formules étaient des secrets commerciaux. Il affirma que certains dossiers avaient été détruits dans le bombardement de Berlin. Il ne pouvait ou ne voulait pas divulguer complètement tout ce qu'il avait administré à Hitler pendant 9 ans. Cela a conduit certains chercheurs à suggérer que Morel lui-même ne comprenait peut-être pas pleinement les interactions pharmacologiques des multiples composés qu'il donnait à Hitler. Il n'était, après tout, ni pharmacologue ni toxicologue de formation. C'était un médecin généraliste qui avait développé ses propres médicaments brevetés sur la base d'observations empiriques plutôt que de tests scientifiques rigoureux. Traud Jung, l'une des secrétaires personnelles de Hitler, fournit peut-être l'observation la plus glaçante. Elle décrivit avoir vu Morel préparer des injections dans les quartiers privés de Hitler, notant que le médecin semblait accomplir ce rituel avec une solennité presque sacerdotale. Hitler s'asseyait calmement, retroussait sa manche et attendait ce qu'il appelait son coup de fouet. Junge déclara que Hitler qualifiait ces moments comme ceux où il redevenait lui-même. Réfléchissez un instant à cette formulation. Hitler estimait qu'il ne pouvait être lui-même que sous l'influence des injections de Morel. Quels que soient les composés qu'elles contenaient, ils étaient devenus si intégrés à l'image de soi et au fonctionnement quotidien de Hitler qu'il ne pouvait imaginer exister sans eux. Alors que l'artillerie soviétique commençait à pilonner Berlin en avril 1945, la direction nazie se fractura dans le chaos. Certains fuirent, d'autres se préparèrent à un dernier combat. Et dans le Führerbunker, sous les jardins de la chancellerie du Reich, Theodor Morel était face à une décision qui allait définir le reste de sa vie. À ce stade, la santé de Hitler s'était détériorée de façon catastrophique. De multiples témoins décrivirent un homme à peine reconnaissable par rapport au leader vigoureux des années précédentes. Il traînait les pieds en marchant. Sa main gauche tremblait de manière incontrôlable. Son visage avait pris une pâleur grisâtre. Il alternait entre une énergie maniaque et un épuisement complet. Morel poursuivait ses injections quotidiennes, bien que les approvisionnements se fassent rares. La mallette qu'il transportait partout contenait les restes de son arsenal pharmaceutique et il la gardait avec obsession. Mais quelque chose changea dans ces dernières semaines. Selon les témoignages des survivants du bunker, Morel devint de plus en plus agité. Il se disputait plus fréquemment avec Hitler. Certains témoins rapportèrent l'avoir entendu suggérer que Hitler devait quitter Berlin pour un traitement médical ailleurs, ce que Hitler refusait catégoriquement. Le 21 avril, 9 jours seulement avant la mort de Hitler, Morel subit ce qu'il décrivit plus tard comme une crise cardiaque ou un grave épisode d'angine de poitrine.
L'autre médecin assistant de Hitler, le docteur Ludwig Stumpfegger, examina Morel et lui recommanda de quitter immédiatement le bunker pour un traitement approprié. Et c'est ici que l'histoire prend son tournant le plus mystérieux. Hitler, l'homme qui avait défendu Morel contre toute critique pendant près de 9 ans, qui avait affirmé que Morel était irremplaçable et essentiel à sa survie, le laissa partir sans protester significativement. Morel fit sa valise, dit au revoir à Hitler dans ce que les témoins décrivirent comme un échange étrangement formel, et fut conduit hors de Berlin vers la ville de Bad Reichenhall, près de la frontière autrichienne. Il y arriva le 23 avril. Pourquoi Hitler, dans ces derniers jours, a-t-il laissé partir son médecin le plus de confiance? Certains historiens soutiennent que c'était simplement pratique. Morel était vraiment malade et n'était plus utile. D'autres suggèrent quelque chose de plus calculé. Hitler savait que la fin approchait et voulait s'assurer que Morel survive pour documenter son traitement médical, peut-être comme une forme d'héritage médical. Mais il existe une troisième possibilité, rarement évoquée, et si Hitler avait enfin reconnu, dans ses derniers moments de lucidité, que les traitements de Morel avaient été nuisibles, et si ce renvoi n'était pas de la clémence mais un dernier acte de reconnaissance d'une trahison, même involontaire. Nous savons par le journal de Johannes Henschel, le mécanicien du bunker qui resta jusqu'à la capture soviétique, que dans les jours suivant le départ de Morel, Hitler sembla souffrir de symptômes de sevrage. Il devint plus irritable, se plaignit de violentes douleurs à l'estomac et demanda à un moment si quelqu'un savait ce qu'il y avait dans les injections de Morel. Le docteur Stumpfegger, qui reprit les soins médicaux de Hitler dans ces derniers jours, administra nettement moins de médicaments. Selon les quelques récits survivants, il donna à Hitler principalement des sédatifs et des analgésiques basiques, un contraste frappant avec le barrage pharmaceutique de Morel. Lorsque les forces soviétiques envahirent finalement Berlin et pénétrèrent dans le bunker, elles trouvèrent d'importants dossiers médicaux, des flacons de médicaments vides et des seringues usagées. Mais elles ne trouvèrent pas Morel. Il était déjà devenu un fantôme dans le Reich en effondrement. Après avoir quitté Berlin, Théodore Morel aurait dû être l'un des hommes les plus recherchés de l'Europe d'après-guerre. Il possédait une connaissance intime des dernières années de Hitler, avait assisté à d'innombrables réunions de haut niveau et détenait potentiellement des secrets sur le fonctionnement interne du régime. Pourtant, sa capture ne se produisit pas comme on pourrait s'y attendre. Morel se rendit à Bad Reichenhall, où il se fit admettre à l'hôpital sous son vrai nom, pas un alias, pas une tentative de se cacher. Il se présenta simplement comme le docteur Théodore Morel, souffrant d'un problème cardiaque, et le personnel l'admit. Pendant 2 semaines, il y resta tandis que l'Allemagne s'effondrait autour de lui. Les forces américaines balayaient la Bavière, capturant des centaines d'officiels nazis. L'OSS, le prédécesseur de la CIA, avait des listes de personnes recherchées avec des descriptions détaillées et les dernières localisations connues des figures nazies clés. Et pourtant, personne ne vint chercher Morel. Ce ne fut que le 19 mai, près de 3 semaines après la capitulation de l'Allemagne, que des officiers du renseignement américain l'arrêtèrent sans cérémonie à l'hôpital. Les circonstances sont bizarrement anticlimatiques. Selon le rapport de la police militaire, Morel était assis en robe de chambre d'hôpital, lisant un journal, lorsque 2 officiers entrèrent et lui demandèrent s'il était le médecin de Hitler. Il confirma son identité, fit une petite valise et les suivit sans résistance. Cela soulève une question évidente. Pourquoi Morel n'était-il pas une priorité plus élevée? Les Américains cherchaient désespérément des informations sur la mort de Hitler, ses dernières décisions et la localisation des officiels nazis disparus. Morel aurait pu fournir des renseignements inestimables. La réponse semble être une erreur bureaucratique combinée à une incompréhension fondamentale de l'importance de Morel. Les officiers du renseignement chassaient principalement les chefs militaires, les officiers SS et les responsables politiques. Les médecins, même celui de Hitler, étaient considérés comme une priorité moindre. De plus, les premiers rapports de nazis capturés dépeignaient Morel comme un simple charlatan, un escroc qui avait en quelque sorte berné Hitler. L'hypothèse générale était qu'il ne savait rien d'important. Cette évaluation s'avéra profondément erronée. Une fois que le renseignement américain réalisa qui ils avaient en détention,
Morel devint l'objet d'interrogatoires intensifs. Et ce qui émergea de ces séances alimente depuis lors le débat historique. Les interrogatoires eurent lieu à plusieurs endroits sur plusieurs mois, principalement dans une installation près de Freising, en Allemagne. De nombreux officiers du renseignement, médecins militaires et experts psychologiques questionnèrent Morel et leurs rapports remplissent des centaines de pages dans les archives déclassifiées. Morel fut coopératif, presque avec empressement. Il fournit des comptes rendus détaillés de ses traitements, décrivit les divers maux de Hitler et discuta de sa relation avec d'autres officiels nazis. Mais il y a d'étranges incohérences tout au long de son témoignage qui ont intrigué les chercheurs. Par exemple, lorsqu'on l'interrogeait sur des médicaments spécifiques et leur dosage, les réponses de Morel variaient d'une session à l'autre. Il donnait une concentration d'un médicament dans un entretien, puis citait une quantité différente dans un autre. Parfois, il attribuait à Hitler des symptômes correspondant aux effets secondaires de certains médicaments. D'autres fois, il niait que ces médicaments puissent causer de tels effets. Un échange particulièrement révélateur, documenté dans un rapport d'interrogatoire d'août 1945, se déroula ainsi. L'interrogateur demanda directement à Morel « Saviez-vous que la combinaison de médicaments que vous donniez à Hitler pouvait altérer son jugement ?» La réponse de Morel, selon la transcription, fut que tous ces traitements étaient basés sur l'observation et les résultats, que Hitler avait toujours répondu positivement et que tout effet négatif provenait du stress et du fardeau du leadership, et non du traitement médical. L'interrogateur insista « Mais vous lui donniez régulièrement de la méthamphétamine, vous lui donniez des opioïdes, vous combiniez des stimulants avec des sédatifs. Avez-vous considéré les effets neurologiques à long terme ?» La réponse de Morel est frappante. « J'ai donné au Führer ce dont il avait besoin pour fonctionner. Sans mes traitements, il n'aurait pas pu conduire l'Allemagne à travers la guerre. » Remarquez la formulation. Non pas que les traitements amélioraient la santé de Hitler, mais qu'ils lui permettaient de fonctionner tout court. Cela suggère que Morel comprenait, au moins à un certain niveau, que Hitler était devenu dépendant de ces médicaments pour maintenir toute apparence de fonctionnement normal. Mais ce qui rend les interrogatoires véritablement fascinants, c'est que Morel n'exprima jamais de remords. Il ne suggéra jamais que ces traitements auraient pu être nuisibles. Au lieu de cela, il se dépeignit constamment comme un médecin dévoué qui avait fait de son mieux dans des circonstances difficiles. Les médecins militaires américains qui examinèrent Morel après sa capture le trouvèrent en mauvaise santé. Il souffrait de vrais problèmes cardiaques, d'obésité et montrait des signes de dépendance médicamenteuse. Un médecin examinateur écrivit dans son rapport que Morel semblait être un homme qui croyait à sa propre mythologie. Les interrogatoires révélèrent aussi quelque chose d'inattendu. Morel avait tenu des journaux détaillés et des dossiers médicaux dont certains ne furent pas trouvés dans le bunker. Lorsqu'on l'interrogea sur ces documents, Morel devint évasif. Il prétendit que certains avaient été détruits, d'autres perdus dans son départ précipité de Berlin. Mais il laissa entendre que certains dossiers existaient encore quelque part, peut-être cachés ou confiés à quelqu'un pour sauvegarde. À ce jour, certains des documents personnels de Morel manquent toujours. Les historiens ont spéculé qu'ils pourraient contenir des informations jugées trop sensibles, même pour une divulgation d'après-guerre. Ou peut-être ont-ils simplement été perdus dans le chaos de l'effondrement allemand. Fin 1945, le renseignement américain conclut ses interrogatoires. Il fut déterminé que si Morel détenait des informations historiques précieuses sur l'état de santé et la vie quotidienne de Hitler, il ne représentait aucune menace pour la sécurité alliée et ne détenait aucune information sur une résistance nazie persistante ou des actifs cachés. La décision fut prise de le libérer. Avant d'aborder ce qui arriva réellement à Morel après sa libération, il faut examiner les théories qui ont émergé au fil des décennies sur son véritable rôle et son sort, car elles révèlent quelque chose d'important sur la difficulté qu'a l'histoire avec les figures ambiguës. Certains historiens et chercheurs ont suggéré que Morel nuisait intentionnellement à Hitler, peut-être dans le cadre d'un long complot d'assassinat. Cette théorie pointe les composés toxiques dans certains de ces médicaments et la détérioration progressive de la santé et du jugement de Hitler.
Ses partisans soutiennent que les origines modestes de Morel et son obscurité relative en faisaient un croyant nazi improbable. Peut-être, suggère-t-il, a-t-il vu une opportunité de saboter le régime de l'intérieur en empoisonnant lentement son leader. Il cite comme preuve la strychnine dans certains composés, les dosages excessifs, les combinaisons bizarres de médicaments qu'aucun médecin responsable ne prescrirait, ainsi que la survie et la coopération de Morel avec les Alliés, ce qui pourrait indiquer qu'il œuvrait déjà contre le régime. Cependant, la plupart des historiens sérieux rejettent cette théorie. Il n'y a aucune preuve que Morel avait des motivations politiques au-delà de l'opportunisme. Ces interrogatoires révélèrent un homme obsédé par la défense de sa réputation médicale, et non quelqu'un nourrissant des sympathies secrètes pour la résistance. Et la chronologie ne concorde pas. Si Morel avait voulu Hitler mort, il avait d'innombrables occasions d'administrer des doses létales sans être détecté. L'interprétation la plus largement acceptée est que Morel était simplement un médecin médiocre qui avait trébuché sur une position de pouvoir et l'avait protégé grâce à une combinaison d'effets placebo, de chance et de dépendance psychologique de Hitler. Cette théorie suggère que les premiers succès de Morel avec Hitler étaient légitimes, que ses traitements pour les problèmes d'estomac et les affections cutanées de Hitler avaient fonctionné par hasard, malgré des bases scientifiques douteuses. Une fois établi comme le médecin miracle de Hitler, Morel ne pouvait admettre l'échec lorsque de nouveaux problèmes surgissaient. Alors, il prescrivait davantage, expérimentait plus et créait un cycle de dépendance qui profitait à son propre prestige et à sa richesse. L'historien de la médecine Hans-Joachim Neumann a mené une analyse approfondie des dossiers de traitement de Morel et a conclu que la plupart des dommages étaient involontaires. Morel croyait aider Hitler. Il pensait sincèrement que ses composés vitaminiques et ses injections étaient révolutionnaires. Il était, selon l'évaluation de Neumann, un produit de son époque. Des pratiques médicales imparfaites, amplifiées par une autorité sans contrôle et un manque de supervision médicale. Une troisième interprétation, moins discutée mais étayée par certaines preuves, est que Morel finit par réaliser que ces traitements nuisaient à Hitler, mais les poursuivit néanmoins parce qu'il ne pouvait risquer de perdre sa position. Considérez qu'en 1943, Morel était devenu extrêmement riche grâce à ses sociétés pharmaceutiques qui recevèrent des contrats préférentiels du gouvernement nazi. Il vivait dans un manoir, avait accès à des ressources rationnées inaccessibles aux Allemands ordinaires et exerçait une influence bien au-delà de ses qualifications réelles. S'il admettait que ses traitements étaient problématiques, il perdrait tout. Alors peut-être prit-il une décision calculée de continuer, se convainquant que les problèmes de Hitler venaient du stress plutôt que des médicaments, et que stopper les traitements serait pire que de les poursuivre. Cette théorie est étayée par le comportement de plus en plus défensif de Morel dans l'entourage de Hitler et sa réticence à laisser d'autres médecins examiner Hitler de manière complète. Il protégeait sa position. Et si cela signifiait maintenir Hitler sous un régime de médicaments douteux, c'était le prix de sa survie. Enfin, il existe une théorie marginale apparue dans les années 1970, suggérant que Morel n'a pas simplement sombré dans l'obscurité après la guerre, mais fut plutôt recruté par les services de renseignement américains ou soviétiques pour ses connaissances en manipulation pharmacologique. Cette théorie n'est soutenue par aucune preuve crédible. Elle semble provenir de livres sensationnalistes mêlant l'histoire de Morel à des théories du complot sur le recrutement de scientifiques nazis pour des programmes de la guerre froide. S'il est vrai que l'opération Paperclip amena des scientifiques nazis en Amérique, il n'existe aucune documentation plaçant Morel dans un tel programme, et ses compétences n'auraient pas été particulièrement précieuses pour des applications militaires. Alors, qu'est-il réellement arrivé à Théodore Morel ? La vérité est à la fois plus banale et plus tragique que toutes ces théories. Après sa libération par les Américains, fin 1945, Théodore Morel était un homme brisé. Sa fortune avait disparu, confisquée par les autorités alliées comme actifs liés aux nazis. Ses sociétés pharmaceutiques avaient les fermées. Son manoir berlinois était détruit par les bombardements, et sa réputation qu'il avait soigneusement cultivée était en ruine. Il retourna à l'hôpital de Bad Reichenau, non comme prisonnier mais comme patient. Son problème cardiaque était réel et s'aggravait. Il n'avait nulle part où aller.
Pendant quelques mois, Morel tenta de reconstruire une version de son activité médicale. Il demanda l'autorisation d'exercer comme médecin dans la zone d'occupation américaine, affirmant que son expertise technique et ses connaissances pourraient bénéficier au peuple allemand en reconstruction. La demande fut rejetée, le conseil médical citait son association avec le régime nazi, des questions sur sa compétence professionnelle et des inquiétudes sur son caractère. Ils ne mentionnèrent pas explicitement son rôle de médecin de Hitler, mais cela planait sur la décision comme une ombre. Morel vécut donc de moyens limités, ce qu'il avait réussi à cacher ou économiser avant la fin de la guerre. Il déménagea dans un modeste appartement à Tegernsee, une petite ville des Alpes bavaroises. Il vivait seul. Sa femme l'avait quitté, bien que les circonstances exactes et le moment de leur séparation restent flous dans les archives disponibles. Occasionnellement, des journalistes le recherchèrent. Dans une interview de 1947, Morel insista sur le fait qu'il avait été un bon médecin faisant de son mieux pour un patient difficile. Il affirma que l'histoire reconnaîtrait éventuellement ses innovations médicales, que les composés vitaminiques et les protocoles de traitement qu'il avait développés étaient en avance sur leur temps. Une telle reconnaissance ne vint jamais. Les personnes qui rencontrèrent Morel dans ces dernières années décrivirent un homme rongé par l'amertume et le délire. Il s'emportait contre la jalousie des autres médecins, contre le fait d'avoir été désigné comme bouc émissaire pour les décisions de Hitler. Il prétendait écrire un traité médical complet qui justifierait ses méthodes. Aucun manuscrit de ce genre n'a jamais été retrouvé. Sa santé continua de décliner. Les problèmes cardiaques qui l'avaient affligé dans le bunker s'aggravèrent. Il subit au moins une crise cardiaque supplémentaire en 1947. Il développa une jaunisse, suggérant des dommages hépatiques, peut-être dus à des années d'automédication avec ses propres composés. Le 26 mai 1948, 3 ans après la fin de la guerre et quelques jours après son 62e anniversaire, Théodore Morel subit un accident vasculaire cérébral massif. Il fut admis dans un hôpital de Tegernsee, où il lutta pendant quelques heures avant de mourir le même soir. Sa mort fut notée dans quelques journaux allemands par de brèves nécrologies factuelles. Aucun média international majeur n'en fit état. Il n'y eut pas de cortège funèbre, pas de cérémonie élaborée. Il fut enterré dans un petit cimetière de Tegernsee, et sa pierre tombale ne portait que son nom et ses dates, sans mention de sa profession ou de son importance historique. Cela devrait être la fin de l'histoire. Mais voici ce qui rend le sort de Morel particulièrement poignant. Il mourut en croyant avoir été un grand médecin détruit par les circonstances politiques plutôt que par ses propres échecs. Que font donc les historiens de Théodore Morel aujourd'hui? L'évaluation n'est pas clémente, mais elle est plus nuancée qu'une simple condamnation. L'analyse médicale moderne des dossiers de traitement de Morel révèle un médecin pratiquant ce qu'on ne peut décrire que comme une polymédication délirante. Le nombre pur de médicaments, dont beaucoup avaient des effets qui se chevauchaient ou se contredisaient, serait considéré comme une faute professionnelle dangereuse selon les standards contemporains. Le docteur Leonard Heston et Renate Heston, qui menèrent l'une des analyses médicales les plus approfondies de la santé de Hitler, conclurent que les traitements de Morel contribuèrent probablement à plusieurs des symptômes de Hitler, particulièrement les tremblements, les problèmes digestifs et les changements psychologiques observés dans ces dernières années. Les injections de méthamphétamine seules auraient causé des problèmes significatifs: perturbation du sommeil, paranoïa, irritabilité et altération du jugement lorsque les dosages n'étaient pas maintenus. Les opioïdes auraient créé une dépendance et des symptômes de sevrage. La combinaison de stimulants et de sédatifs aurait créé des montagnes russes pharmacologiques affectant l'humeur et la cognition. Mais voici la question critique que les historiens continuent de débattre. Les traitements de Morel ont-ils significativement affecté le cours de l'histoire? Certains répondent oui, que les décisions militaires de plus en plus erratiques de Hitler, son refus de considérer des retraites tactiques et ses purges paranoïaques d'officiers militaires compétents furent tous influencés par des années d'altération cognitive induites par la drogue. Dans cette interprétation, Morel porte une responsabilité indirecte dans la prolongation de la guerre et les souffrances supplémentaires. D'autres soutiennent que cela accorde trop de crédit à Morel et pas assez de blâme à Hitler. Les engagements idéologiques fondamentaux de Hitler,
Sa vision stratégique, aussi erronée fût-elle, et sa capacité de cruauté existaient bien avant le début des traitements de Morel. Les médicaments purent exacerber certains symptômes, mais ils ne créèrent pas la pathologie de base. Le professeur Richard Evans, l'un des principaux historiens de l'Allemagne nazie, adopte une position médiane. Il soutient que si les traitements de Morel n'altérèrent probablement pas l'idéologie de base ou la grande stratégie de Hitler, ils purent affecter son jugement au jour le jour, particulièrement dans les dernières phases de la guerre, lorsque les dosages augmentèrent et que la dépendance de Hitler s'approfondit. Ce qui n'est pas discutable, c'est que Morel représente un type particulier de figure historique. Quelqu'un qui acquit un pouvoir énorme par la proximité plutôt que par la compétence, qui façonna les événements par la négligence plutôt que par l'intention, et dont l'impact le plus grand vint de ce qu'il ne fit pas plutôt que de ce qu'il accomplit. Il échoua à reconnaître la dépendance de son patient. Il échoua à considérer les effets à long terme de ses traitements. Il échoua à permettre à d'autres professionnels médicaux d'exercer une supervision. Et il échoua à comprendre que son devoir premier était de guérir plutôt que de maintenir sa position. Avant de conclure, il y a un dernier rebondissement à cette histoire qui continue d'intriguer les chercheurs. La question des dossiers manquants de Morel. Nous savons que Morel tenait une documentation méticuleuse. Les dossiers médicaux capturés dans le bunker sont détaillés et complets, mais ils ne couvrent que certaines périodes. Il y a des lacunes, des mois manquants et des allusions dans les transcriptions d'interrogatoires à des dossiers supplémentaires jamais récupérés. En 1981, un chercheur allemand nommé Werner Maser affirma avoir localisé des portions du journal personnel de Morel des années de guerre. Le journal contenait apparemment des observations sur l'état mental de Hitler, des discussions sur les problèmes de santé d'autres leaders nazis et les propres doutes de Morel concernant certains de ses traitements. Maser publia des extraits, mais ne libéra jamais le document complet pour vérification indépendante. Après sa mort, les tentatives pour localiser le journal complet dans ses archives furent infructueuses. Soit il n'existait jamais, soit il reste entre des mains privées, retiré de l'examen historique. De même, il y eut des affirmations périodiques selon lesquelles les formules pharmaceutiques et les protocoles expérimentaux de Morel avaient survécu dans des archives privées. Un procès dans les années 1990 en Allemagne impliqua des sociétés pharmaceutiques concurrentes revendiquant la propriété des recettes originales des composés de Morel, suggérant que quelqu'un avait préservé ces documents. Pourquoi quelqu'un garderait-il de tels documents secrets? L'explication la plus plausible est financière. Si les composés vitaminiques ou autres préparations de Morel contenaient des mélanges brevetés, ils pourraient potentiellement avoir une valeur commerciale, aussi douteuse soit-elle. Alternativement, les familles des personnes mentionnées dans ces journaux pourraient préférer que les antécédents médicaux de leurs ancêtres restent privés. Mais il existe aussi une possibilité plus sombre, que les dossiers manquants contiennent des informations sur le travail de Morel qui va au-delà du traitement de Hitler. Peut-être des médicaments expérimentaux testés sur des prisonniers de camps de concentration ou d'autres recherches contraires à l'éthique qui seraient donc considérées comme des crimes de guerre. Il n'y a aucune preuve concrète de cela, mais les sociétés pharmaceutiques de Morel reçurent des contrats de la SS et certains historiens se sont interrogés sur la provenance de certains de ces matériaux biologiques pour ces préparations. La vérité complète sur ces activités reste obscurcie par une documentation manquante. Alors, qu'est-il réellement arrivé au médecin privé de Hitler? La réponse factuelle est simple. Il fut capturé, interrogé, libéré et mourut dans l'obscurité 3 ans après la fin de la guerre. Un homme brisé dont la grandiose image de soi ne correspondit jamais à son véritable héritage. Mais la question plus profonde, celle qui rend cette histoire digne d'examen, est ce que sa vie nous dit sur le pouvoir, la complicité et les dangers d'une autorité sans contrôle. Théodore Morel n'était pas un monstre au sens conventionnel. Il n'a pas orchestré de meurtres de masse. Il n'a pas conçu d'armes ou planifié d'invasion. Par la plupart des témoignages, il croyait sincèrement aider son patient. Pourtant, son impact fut profond précisément à cause de sa position et de son incompétence. Il avait le pouvoir de potentiellement altérer l'état mental d'un dictateur prenant des décisions affectant des millions de vies. Il avait un accès sans responsabilité.
Et il utilisa cette position pour s'enrichir tout en se persuadant qu'il sauvait la vie de son patient. Son histoire est un rappel que l'histoire n'est pas seulement façonnée par les vilains et les héros évidents. Parfois, elle est façonnée par le médecin médiocre qui a de la chance, obtient un accès et ne se demande jamais si ces remèdes miracles pourraient être en réalité des poisons à action lente. Nous demandons souvent comment des gens ordinaires ont permis un régime d'horreur si extraordinaire. Morel fournit une réponse, par une combinaison d'opportunisme, d'auto-illusion et de la tendance humaine à protéger sa position, même lorsque des preuves suggèrent que nous causons du tort. En fin de compte, Théodore Morel était moins important qu'il ne le pensait, mais plus significatif qu'il ne le méritait. Il soigna un tyran, compromit potentiellement son jugement, s'enrichit dans le processus et mourut en croyant que l'histoire lui avait fait tort plutôt que de l'avoir jugé avec justesse. Sa tombe à Tegernsee est rarement visitée. Il n'y a pas de monument, pas de musée dédié à son travail. Ces sociétés pharmaceutiques ont disparu depuis longtemps. Ces théories médicales ont été complètement discréditées. Ce qui reste est une mise en garde sur un médecin qui oublia que son premier devoir était de guérir, qui fut enivré par la proximité du pouvoir et qui en paya le prix ultime. Non pas la mort ou l'emprisonnement, mais l'irrévérence et la connaissance que l'histoire se souviendrait de lui, non pas comme d'un grand médecin, mais comme d'une note de bas de page d'une catastrophe. Le mystère de ce qui est arrivé au médecin privé de Hitler a une réponse simple. Le mystère de pourquoi nous devrions nous soucier de lui en a une plus complexe. Car en comprenant comment il obtint sa position et ce qu'il en fit, nous comprenons quelque chose d'essentiel sur la façon dont les systèmes de pouvoir peuvent élever les mauvaises personnes pour les mauvaises raisons, avec des conséquences dévastatrices. Et cette leçon reste pertinente bien longtemps après que la dernière injection fut administrée et la dernière ordonnance écrite dans ce bunker berlinois il y a 80 ans.